La conquête de la terre, comme le refoulement des autochtones, confirme la dimension coloniale du mouvement sioniste. L'un de ses cadres reconnaît, dès les années 1910, la question arabe s'est révélée dans toute son acuité dès le premier achat de terre, lorsque je dus expulser pour la première fois des habitants arabes pour y installer à la place nos frères. Longtemps après, continua de résonner à mes oreilles la triste complainte des Bédouins rassemblés cette nuit-là autour de la tente des pourparlers, avant qu'ils ne quittent le village de Shamsin. J'avais le cœur serré, et je compris alors à quel point le Bédouin était attaché à sa terre. Mètre carré après mètre carré, les colons juifs s'emparent des terres, repoussant les Arabes. Aucun compromis n'est possible. Ben Gurion en a bien conscience. Tout le monde considère les relations entre Juifs et Arabes comme problématiques. Mais ils ne voient pas tous que cette question est insoluble. Il n'y a pas de solution. Un gouffre sépare les deux communautés. Nous voulons que la Palestine soit notre nation. Les Arabes veulent exactement la même chose. Israël Zangwill, un proche de Theodor Herzl, explique dans la presse britannique durant la Première Guerre mondiale: si l'on pouvait exproprier avec compensation les 600 000 Arabes de Palestine, ou si l'on pouvait les amener à émigrer en Arabie, car ils se déplacent facilement, ce serait la solution de la plus grande difficulté du sionisme. Herzl avoue dans son journal en 1895: nous devons les exproprier gentiment. Le processus d'expropriation et de déplacement des pauvres doit être accompli à la fois secrètement et avec prudence. Il sera achevé sur une grande échelle entre 1948 et 1949, comme je le montrerai dans le chapitre 5. Il est vrai que les Juifs ne débarquent pas d'une seule métropole. Ils arrivent de différents pays et ne peuvent envisager de retourner en Russie ou en Pologne, comme d'ailleurs les Européens blancs, protestants en majorité, installés aux Amériques et qui enferment les Indiens dans des réserves après avoir essayé et largement réussi de les exterminer. Mais le mouvement sioniste bénéficie tout de même du soutien de Londres, sans lequel il serait voué à l'échec. Ainsi, pour la seule décennie qui suit l'instauration du mandat, on compte 250 000 émigrés, plus du double par rapport à la décennie précédente. Pendant tout mon service en Palestine, écrit Arthur Bishop, le haut-commissaire britannique qui sévit à Jérusalem à partir de 1931, je considérais de mon devoir d'encourager le peuplement juif et je n'avais d'autre ambition que de voir sa sécurité assurée. Il évoque d'ailleurs la grande aventure de la colonisation. Ni l'immigration, ni l'achat de terres, ni la création de structures étatiques n'auraient été possibles sans le parapluie britannique. Bien sûr, il pouvait surgir des contradictions entre les intérêts du Yishuv et ceux de Londres, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, mais au moins jusqu'en 1939, elles furent secondaires. Cette alliance est servie par ce que j'appellerais les affinités culturelles. Je prends un exemple. À la suite des violentes émeutes qui éclatent en Palestine en 1929, de nombreux responsables britanniques, sur place ou en Grande-Bretagne, sont convaincus de la nécessité d'un changement de cap, passant par la restriction de l'immigration et de l'achat de terres. Le ministère des colonies prépare en octobre 1930 un livre blanc reprenant ces propositions. Mais Weizmann fait jouer toutes ces relations. Ben Gurion consulte le chef du gouvernement britannique et obtient une garantie de la liberté d'immigration et d'achat de terres, qualifiée de lettre noire par les Arabes. Le Premier ministre britannique discute même avec le numéro
numéro un sioniste, le moyen de privilégier les Juifs dans les arrangements au détriment du principe de la parité, traitement égalitaire des Juifs et des Arabes, affirmé publiquement. Cet éclatant succès, le mouvement le doit à son entre-gens, à ses contacts politiques, à sa connaissance du système politique britannique. Les sionistes ont plus de chances de se faire entendre que les représentants arabes ou palestiniens, dont la culture, les traditions, le mode même de négociation sont étrangers aux Européens. Les sionistes sont des Occidentaux qui parlent à des Occidentaux. C'est à tout, ils en useront à chaque étape du conflit. Israël, pour reprendre l'expression de Maxime Rodinson, est un fait colonial. Comme l'Australie ou les États-Unis, le pays est né d'une conquête, de l'expropriation des autochtones. En revanche, il n'est pas, contrairement à l'Afrique du Sud de l'apartheid, une société coloniale, une société qui a besoin des indigènes pour survivre. D'autre part, même s'il a été bâti sur une injustice, Israël est désormais un État reconnu par la communauté internationale, par les Nations unies. Penser, comme l'ont fait et continuent de le faire certains, que l'on peut expulser les Israéliens, les renvoyer chez eux, n'est ni moralement défendable, ni politiquement réaliste. Une injustice ne peut être réparée par une autre injustice. Vivent désormais en terre sainte deux peuples, l'un israélien, l'autre palestinien. On peut rêver, comme le font quelques intellectuels palestiniens et israéliens, qu'un seul État pourrait les regrouper. C'est une belle utopie que, paradoxalement, la politique israélienne risque de transformer en la seule solution réaliste. Quoi qu'il en soit, aucune solution ne pourra être imposée de façon unilatérale aux Palestiniens ni aux Israéliens.